à tous, on vous souhaite la bienvenue dans votre émission Ensemble c'est mieux. Et Ensemble c'est mieux pour parler du numérique avec vous Stéphane Gramont, bienvenue. Mais oui, Laurence. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. On va parler données personnelles, c'est ça? Celle que j'ai vendue il n'y a pas longtemps. C'est ça. Ah oui. On en parlera alors justement dans les médias. On me dira si j'ai eu raison de le faire. On verra ça. Dans les entreprises également, comment faire pour qu'elles puissent protéger les données numériques personnelles, traiter celles-ci de la façon la plus responsable possible? Eh bien, on verra également ce sujet. Nous évoquerons aussi avec un avocat les conditions qui régissent les ventes et achats de biens à distance, un sujet hautement d'actualité en cette période d'achat de Noël. Et puis nous vous présenterons un moteur de recherche solidaire, il s'appelle Lilo et chaque recherche en ligne profite à une association. Sans oublier bien entendu Billy à la SPA de Rennes avec ce matin un petit chat à adopter. Voilà pour le sommaire du jour. Bienvenue à tous. Vous allez bien? Très bien, très bien. Formidable. Oh, c'était joyeux. Les choristes. Les choristes, exactement. Ça va bien, Catherine? Ça va bien, Laurence, et vous? Parfait, Oui, grande forme. Ouais. Dis donc, les données, c'est tout un sujet, ça. Un gros sujet de société. Oui, ça peut faire peur aussi, maintenant qu'on va sûrement en parler et puis être rassuré, peut-être. Mais le problème dans les données personnelles, c'est plus qui les détient, par exemple, forcément. Si mon boulanger sait que je préfère les pains au chocolat au croissant... ou que je vais partir en vacances, c'est correct. Mon esthéticienne, elle peut savoir que je fais du poil sous peau ou que j'ai rompu. Voilà. Donc il y a des trucs. Le problème, c'est s'ils discutent ensemble. Par exemple, si mon boulanger apprend de ma boulangère ça et décide de me vendre des pains au chocolat en plus parce qu'il sait que voilà, je suis en rupture et je suis capable de bouffer n'importe quoi. Ou si mon esthéticienne essaye de me placer une offre spéciale vacances, vous voyez. Hein. Mais après, dans données, il y a données. Aussi, c'est qu'est-ce qu'on donne exactement? Le sait-on? Qui lit les conditions d'utilisation ici? Mais je crois que les données se donnent pas, Catherine, les données se vendent. Les professionnels, non, oui, mes données se vendent, mais c'est pas moi qui ai l'argent, non, c'est ça? Oui. Vous nous en c'est ce qui est embêtant. Oui, et les professionnels, d'ailleurs, on voit quand même une belle brochette de professionnels, et sachant que eux, ils ont trouvé la solution, avant l'émission, on les a entendus, le cryptage de données. Ils parlent avec des abréviations, les PO, les B2B et tout. J'ai rien compris, mais ça a l'air très intéressant. En tout cas, c'est ça, le cryptage de données, c'est peut-être la solution aussi, parce que donner ses données, reprendre ses volets. Donc voilà, on en saura peut-être un peu plus, et j'espère que juste dans toutes les conditions d'utilisation auxquelles j'ai dit oui, il n'y avait pas quelque chose qui dit que je dois donner un rein, ou mon premier-né, ou le dernier pain au chocolat. Donc rassurez-nous. Rassurez-nous. Ce sera le cas dans quelques instants. Bon, on va voir justement si on peut être rassuré avec quelques chiffres que tout de suite nous écoutons en introduction. 1, 2, 3, 4, 5, 6 comme mot de passe. Ah bah oui, avec ça, t'es bien protégé. Je sais, ça craint. Faudrait que je change. Piratage informatique, usurpation d'identité électronique, vol de données bancaires. 7 Français sur 10 sont inquiets concernant la sécurité de leurs données personnelles et l'utilisation de celles-ci par les grandes entreprises d'Internet. Et on a raison d'avoir les chocottes. Internet, c'est la jungle. En 2017, en France, plus de 19 millions de personnes ont subi des actes de cybercriminalité et 70% des entreprises en auraient été victimes. Les failles sont souvent humaines avant d'être technologiques. Plus d'un Français sur 2 utilise le même mot de passe pour tous ses comptes en ligne. Trop malin. Et seulement 22% des Français déclarent être bien informés des mesures à prendre pour sécuriser leurs données. Pourtant, c'est pas si compliqué. Déjà, on arrête avec le mot de passe hyper simple. Plus il est long, plus il est sûr. On arrête aussi d'être naïf et de croire au Père Noël. Le mail des impôts qui vous demande votre numéro de carte bleue pour un remboursement, c'est forcément bidon. Et les mails inconnus qui vous invitent à cliquer sur un lien, c'est non. Car sinon, bonjour les virus. Ok, c'est bien net? Si tu veux, on a du temps. Ok. Alors, Ça fait peur, Laurence. ça fait peur, ouais. Bon, on devine un peu les mots de passe de chacun, là. Allez, petit sondage. Petit chat pour vous, je suis sûre. Oui, bien sûr, vous avez petit chat 35. Ah, pardon. Ouais. Non, c'est vrai qu'il faut faire attention. Et on a tous tendance à faire ça, à dupliquer les mots de passe un peu le même partout. Bon, vous nous rappellerez ça. Nous sommes des passoires. Oh, joli. On va aller plus loin sur ce sujet, mais de manière un peu plus sérieuse. Avec vous, Olivier Forêt, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué à la protection des données chez Solocal, qui édite le site internet Page Jaune. Alors, c'est un nouveau métier qui est né suite au Big Bang, on va appeler ça comme ça, du 25 mai 2018. Que s'est-il passé à cette date précisément ?
Un Big Bang, assurément. Le 25 mai 2018, un texte européen sur la protection des données est entré en application. C'est un texte qui a permis à uniformiser l'ensemble des réglementations au niveau européen sur la protection des données à caractère personnel. C'est un texte qui était le bienvenu, qui était souhaité par tout le monde, parce que jusqu'au 25 mai 2018, au sein de l'Union européenne, il y avait certains pays qui, par exemple, n'appliquaient pas la même définition de ce qu'était une donnée à caractère personnel. Donc maintenant, au sein de l'Europe, on parle tous de la même chose. C'était exactement l'idée. Alors cette loi porte le doux nom de RGPD. On l'entendra souvent dans cette émission, donc autant commencer tout de suite à préciser cet élément-là. Ça a été une vraie déflagration parce que finalement, un bon nombre d'entreprises n'avaient pas anticipé cette révolution finalement. C'est exactement le cas. Alors ensuite, pour remettre en perspective cette déflagration et l'anticipation qui pouvait graviter autour, c'est un texte qui n'est pas sorti du chapeau le 25 mai 2018. C'est un texte qui a été voté en 2016 en version définitive et l'ensemble des entreprises disposaient d'un délai de 2 ans pour se mettre en conformité. Par ailleurs, en France, on appliquait jusque-là une réglementation qui date de 1978 et qui n'était pas à la ramasse par rapport aux standards du RGPD. Donc en fait, cette réglementation sur la protection des données à caractère personnel, elle a plus ou moins à peu près 40 ans. Mais par contre, ça paraît fou parce que 78, il n'y avait pas Internet. C'était des balbutiements. Mais en tout cas, avec les enjeux de société qui sont nés et les récents scandales dont tout le monde a bien conscience, effectivement, depuis le 25 mai 2018 et le niveau de sanctions potentielles que les entreprises risquent désormais, il y a une prise de conscience générale qui a été mise à jour et pour le meilleur de tous. Alors justement, on va rentrer dans le concret maintenant concernant les utilisateurs. Le grand public dispose très précisément de quels droits finalement sur ces données à caractère personnel? Alors, on a envie de savoir parce qu'on se pose beaucoup de questions à ce sujet-là, franchement. C'est légitime et ce qui est extrêmement important à rappeler, et donc ça fait une petite transition avec votre billet d'humeur, les données que les opérateurs collectent à votre propos n'appartiennent à personne. En tout cas, pas à ceux qui les collectent. Ils peuvent les valoriser, mais ça ne leur appartient pas. Par contre, vous, en tant qu'émetteur, que personne concernée, vous disposez de droits sur ces données, et même après qu'elles aient été collectées. Donc, il y a plusieurs droits, on pourrait tous les citer, mais les droits les plus saillants, ceux qu'on applique le plus dans la vie de tous les jours, il y a notamment le droit à l'oubli, que je pense une partie du grand public connaît, le droit de se faire oublier, le droit de disparaître, c'est un droit à l'effacement. J'ai mes données à caractère personnel qui sont détenues dans un fichier accessible en ligne. Ouais. J'aimerais l'exercer parce que je souhaite que ces données soient effacées. Il est possible d'exercer ce droit. De quelle façon? Alors, en contactant les responsables de traitement qui ont une obligation légale, donc de prendre en considération cette demande et de la traiter efficacement dans un délai qui est un délai d'1 mois ferme. Et c'est une des énormes avancées avec le RGPD. Jusqu'au RGPD, les opérateurs avaient 2 mois. Maintenant, en 1 mois, il faut que la demande soit reçue et traitée. Il y a un autre droit, le droit à la portabilité. Oui, effectivement, moins connu, mais extrêmement utile pour les personnes concernées, pour chacun d'entre nous. C'est le droit d'obtenir une copie en langage clair de l'ensemble de ces données afin d'en obtenir une copie pour son usage propre ou pour que ces données soient transmises à un autre opérateur qui, par exemple, pourrait être un concurrent. On peut faire une analogie avec la portabilité des numéros de téléphone, que tout le monde connaît, mais c'est la même chose. Le numéro de téléphone est une donnée à caractère personnel que vous pouviez faire porter d'un opérateur à un autre. Maintenant, cette portabilité, elle est beaucoup plus large. Vous pouvez, par exemple, l'exercer auprès de votre banque ou auprès de services en ligne pour dire « je vous ai confié un certain nombre de données à caractère personnel, j'aimerais soit les récupérer directement, ou alors j'aimerais que vous les transmettiez directement à un tiers concurrent pour qu'il récupère toutes ces données, que je n'ai pas besoin de les redonner, que vous fassiez cette espèce de pont. » D'accord. Est-ce qu'il y a un autre droit important également ? On peut citer le droit d'opposition, par exemple. Je pense notamment à la sollicitation et la prospection commerciale, mais vous pouvez l'exercer de façon plus générale, c'est-à-dire c'est le droit de dire non. Je souhaite arrêter ce traitement, je ne souhaite plus être prospecté. Donc le droit d'opposition peut s'exercer de la même façon, très simplement. Donc, par exemple, j'imagine que beaucoup de monde sont sollicités par email. Les liens de désinscription, c'est une manifestation de votre droit d'opposition. Vous manifestez votre intention de ne plus faire l'objet
de prospection. Et donc les opérateurs ont l'obligation de prendre en compte ce droit. Et il n'y a pas ça sur tous les gens qui proposent des Rolex, d'avoir des héritages et tout. Ils n'ont pas le bouton souhaitez-vous vous désinscrire de cette... Ou alors obtenir une suppression. Alors non. J'ai d'autres exemples, mais je ne vais pas les citer ici à l'antenne. Par exemple, ça ne marche pas aussi si vous exercez votre droit à l'oubli auprès de la police. Si jamais vous aviez un casier judiciaire, ça ne marchera pas non plus. Et c'est un petit peu la même chose avec l'information, justement. On va pouvoir en parler. Ben justement, oui, on va en parler. Mais très concrètement, comment chez SoLocal, du coup, vous faites pour faire respecter les demandes des gens en la matière? Vous avez une équipe dédiée? Oui, alors justement, c'est une des chances qu'on a chez SoLocal. 2 points. La première chose, chez SoLocal, le RGPD, ça n'a pas été une révolution parce que le RGPD a imposé une nouvelle obligation qui est de désigner un DPO, un délégué à la protection des données, Data Protection Officer en anglais, qui est le garant de cette conformité et du respect de la réglementation, etc. Vaste programme. Ouais. Chez SoLocal, en fait, depuis 2011, ce n'était pas une obligation, mais un référent avait été désigné, ça s'appelait un correspondant informatique et liberté à l'époque, et une équipe dédiée a été créée sur ce sujet spécifiquement, parce qu'on traite beaucoup de données à caractère personnel chez SoLocal, et on sait que c'est un vrai sujet, et on veut le faire avec éthique, pour que nos utilisateurs, nos clients, nos prospects puissent nous confier leurs données en confiance. Ouais. Donc j'ai la chance d'avoir une équipe dédiée qui travaille spécifiquement sur la protection des données, et en parallèle de ça, on a créé un certain nombre de procédures qui nous permettent de prendre en compte avec efficacité et dans les délais, que ce soit les demandes d'exercice des personnes. Donc on a un délai moyen de traitement chez SoLocal qui est de un peu moins de 4 jours. Si on veut supprimer des pages blanches, par exemple. Exactement. On parle de la liste rouge, entre guillemets, la fameuse liste rouge. C'est exactement ça. Ça, en 4 jours, désormais, vous garantissez que c'est effectif. Exactement. Ou si vous êtes un professionnel, personne physique, qui exerce en nom propre, vos données, même si elles sont professionnelles, sont juridiquement considérées comme étant des données à caractère personnel. Donc vous avez la possibilité de faire supprimer ou modifier vos données à caractère personnel très simplement, et on a créé des canaux dédiés qui permettent de le faire extrêmement efficacement. On a aussi des procédures qui nous permettent de nous assurer que nos contrats sont négociés de la bonne façon, avec un bon niveau de garantie auprès de nos différents partenaires, sous-traitants, etc. Parce que la conformité, elle se joue à tous les niveaux de la boucle. Et ça existait déjà à l'époque des bottins, en fait. Il y avait déjà des obligations. Avez je dis bottins, les annuaires. Les annuaires, les bons vieux annuaires. Ceux qui servent à caler les lampes à côté. Alors, vous avez raison de le rappeler, mais comme je vous le disais, la réglementation et la loi informatique et liberté, elle a 40 ans. Et donc, ces obligations, elles ne sont pas nouvelles. Donc, beaucoup ont pris le train un peu en retard et effectivement, c'est des droits qui ne sont pas nouveaux. Le droit à la portabilité, par contre, est un droit strictement nouveau introduit par le RGPD. Merci beaucoup, Olivier Fauré. On va justement se pencher un petit peu sur la protection des données dans les médias. Et là, on se tourne vers notre maison. Alors, je ne suis pas DPO. Hein. Non, vous n'êtes pas DPO. Ni RGPD. Ni RGPD. Mais c'est marrant, ce mot, revue générale. On pense à un grand défilé là sur l'avenue de la Grande Armée, la revue générale des données personnelles. Alors, non, moi je suis comment effectivement, ça se passe à la maison, en tant que rédacteur en chef des activités numériques, je ne suis pas responsable des données, d'ailleurs j'en héberge pas, mais néanmoins, effectivement, on est tenu de faire attention et je peux vous dire qu'on a été sensibilisé par notre DPO, puisqu'il y en a évidemment un à France Télévisions, qui est entouré d'ailleurs d'une cellule. Et effectivement, ils ont commencé un grand travail de mise en conformité. Donc, on a vu arriver sur nos sites internet les petits pop-up pour dire acceptez-vous les cookies. Vous aimez les cookies, donc vous dites toujours oui, mais on peut dire non. Catherine, votre boulangère, elle le sait. Et puis on fait des jeux aussi, on fait gagner des petites choses, des mugs, des places de concert, etc. Donc il y a eu plein de règles à respecter, comme par exemple dire oui, je suis d'accord pour qu'on conserve mes données pendant 1 mois. Alors pourquoi ? Tout simplement, si vous voulez votre Rolex, il faut savoir où l'envoyer. Hein. Et puis aussi, quand on fait des newsletters, des lettres d'information, alors ça, on y tient, puisque quotidiennement, nous envoyons, par exemple, à 13h, une lettre d'information par courrier pour ceux qui se sont inscrits. Il y a toujours la possibilité de se désinscrire. Alors, Stéphane, nous, à l'antenne, on met ce qu'on appelle des synthés, dans notre petit jargon. Donc, quand on présente Olivier Fauré, par exemple, délégué à la protection des données, ça, ce sont des informations à caractère personnel. Effectivement. Et d'ailleurs, dès qu'on montre un petit peu sa bobine à la télévision, c'est une donnée personnelle, c'est le droit à l'image. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On s'est posé la question, notamment avec les élections municipales.
puisqu'on va commencer à citer les gens avec le nom de la liste, etc. Alors oui, c'est des données personnelles, puis ça va un peu plus loin que le nom et le prénom, ça vous engage. Alors la conclusion qu'on a eue avec la cellule spécialisée, c'est de dire qu'on était quand même dans le droit à l'information. C'est-à-dire que c'est dans le cadre de notre mission d'information, indiquer aux téléspectateurs qui parle et en quelle qualité, ça fait partie du droit à l'information, et ne pas le dire sous prétexte de respecter... alors, ça nous arrive de respecter l'anonymat, hein, bien évidemment, mais donc on le donne dans le cadre du droit à l'information. C'est précisément le cas, et ce qui est, j'allais dire rigolo, alors c'est pour un geek du droit, c'est rigolo, mais on fait en fait une balance des droits, et là on est face à deux droits fondamentaux. Il y a le droit des données à caractère personnel est un pendant du droit au respect à la vie privée, et le droit à l'information est un autre droit qui est un dérivé du droit à la liberté d'expression. Et effectivement, de temps en temps, on fait cette balance, et l'un va primer sur l'autre. Et le droit à la liberté d'expression et le droit à l'information peut primer sur le droit à la vie privée, parce que dans le cadre d'une société d'information, il est logique que les personnes puissent avoir accès à des informations sans demander le consentement d'autres. Voilà. Alors quelle est notre règle pour juger tout ça ? On nous l'a bien expliqué. On respecte, on applique une forme de proportionnalité. C'est-à-dire que, par exemple, pendant une élection municipale, vous êtes Laurence Postic, vous êtes tête de liste, c'est normal. Mais un jour où vous êtes interrogé dans la rue, ou un joueur de foot qui marque un but, qu'on va interviewer à la fin d'un match, on ne va pas dire de quel bord politique qu'il est, ou s'il aime les pains au chocolat, ou s'il s'est fait larguer par sa copine. Donc il y a une notion de proportionnalité. On donne les informations dont le téléspectateur a besoin, on ne les conserve pas, puisqu'il y a la notion de conservation. Mais c'est une vraie question, d'ailleurs, qui s'applique à nous tous, avec nos répertoires téléphoniques, etc. Oui, alors du coup, qu'en est-il des téléphones portables ? Mais pareil, tout à fait, on a des contacts et puis surtout, dans les rédactions. Le carburant des journalistes, ce sont leurs sources, leurs contacts, donc on les conserve. Mais voilà, on les conserve dans un lieu qui est protégé, dans un agenda qui est mis en place par la direction de la sécurité informatique. Et ce que nous demande la RGPD, c'est de faire en sorte que ces données soient conservées et pas jetées sur la voie publique. Bon, vous avez plein de numéros de portable dans votre petit carnet. Mais justement, c'est la question que je voulais poser, moi, puisqu'on a une consultation gratos. Qu'est-ce que je fais avec mes carnets de grands reporters ? Il y a de la bombe là-dedans. Ce sont des données personnelles et quelque part, je les conserve. Il faut faire attention où vous les conservez, en fait. Et à qui vous les transmettez. D'autant plus. La nuance est ténue, en fait, c'est ça, entre droit à l'information et conservation. Il ne faut pas laisser traîner ce carnet n'importe où. Typiquement, si vous perdez ce carnet dans le train lors d'un déplacement, ou même chez vous, ou dans la rue, votre responsabilité pourrait être engagée, effectivement, par rapport aux données qui sont contenues dans ce carnet, parce que les personnes dont les données personnelles sont contenues dans ce carnet n'ont pas forcément envie qu'une personne autre que vous détienne ces informations. Même si j'ai une écriture illisible ? Parce que je vous mets au défi de décrypter ce qu'il y a là-dedans. Ça sera une forme de cryptage, comme vous disiez. Voilà, on y revient toujours au fameux cryptage. Merci beaucoup. Avant de vous retrouver justement, Maître de la Monneraie, sur le cadre législatif qui régit la vente et l'achat de biens à distance, on va faire un zoom à contrario sur le commerce de proximité. Direction Lorrainans, une petite commune de 730 habitants dans les Côtes-d'Armor. Tous ont uni leurs forces pour redonner vie au petit commerce. Ils ont monté une association, elle s'appelle Cœur de Bourg. C'est un reportage de Fabrice Leroy et de Jean-Michel Piron. Ce jour-là, le boulanger n'est pas en avance pour sa livraison. Bonjour. Bonjour. La boutique doit ouvrir dans moins d'un quart d'heure et si les pains se sont un peu fait attendre, Marie-France et Gilles sont déjà prêts à accueillir les clients. Ils vont bientôt arriver, il est quasiment 10h, donc voilà. Déjà là on a eu une personne et elle est partie à la commander. Comme eux, depuis le début de l'année, ils sont une trentaine d'habitants de Lorrainans à se relayer ainsi bénévolement derrière le comptoir de Cœur de Bourg, les mardis, les vendredis et le dimanche matin. Ah ben, là t'iras pas plus loin. Il y en a un qui sert le pain, l'autre qui sert le petit café, on discute, et puis voilà, quand on échange les nouvelles des potins du jour, quoi. Voilà, c'est un peu ça l'idée, de recréer des lieux de convivialité, de rencontres qui n'existaient plus, en fait. Si, non, mais au contraire. Bonjour Anne. Qu'est-ce qu'il te fallait, Annick ? 2 bouteilles. 95. Ça me plaît, ça fait voir du monde, et puis voilà quoi, c'est pour ça. Et puis il faut bien faire vivre aussi. Pour animer un peu la chose, on va dire.
Tu vas aux champignons? Oui. Oh, t'as de la chance. Bonjour, Jado. On va aller 2-3 jours à Trégastel. Bonjour, quand même. Bon, ça fait quand même 11 ans qu'on habite là. Enfin, plus de 20 ans parce qu'on a de la maison. Mais c'est plus convivial ici. Enfin, on rencontre plus facilement des gens que je connaissais pas. Et puis, on vient acheter des petits fruits et légumes des agriculteurs. Voilà, c'est sympa. Christopher, il fait son maraîchage bio, donc ouais. lui, voilà. Et tes commissions, c'est un assemblage de producteurs du secteur, avec des garanties de traçabilité et tout ça. Donc effectivement, et on se retrouve avec, ce commande, il y a toute une liste de produits sur le site. Ici, que ce soit les légumes, le pain ou les petits potins, tout est du coin et c'est ce qui fait la différence. C'est très... Depuis que le boulanger est fermé, il n'y avait plus rien en fait. Hein. Donc avoir un petit peu recours à un petit stock comme ça, ça aide bien, ça nous aide bien, surtout les anciens, hein, ceux qui n'ont pas de voiture, qui n'ont pas de permis, etc. Ça les dépanne en fait. Ce projet collaboratif est né après l'épisode douloureux de la fin de la boulangerie qui a dû fermer ses portes malgré 2 tentatives de reprise. On a mis de l'énergie sur la boulangerie, ça n'a pas abouti comme on l'aurait souhaité. Donc à un moment donné, ça bloque dans une situation, on rebondit et là ça a été l'achat de l'ancien café Quincaillerie qui est plus situé en plus au cœur de Bourg, à proximité du bar-restaurant. On est en train de créer une place pour une ambiance d'achat. Donc oui, c'est complètement ça, c'est de dire tout n'a pas marché mais on rebondit et là on réussit. En juin 2018, la mairie a donc racheté le café Quincaillerie chez Madeleine, sans activité commerciale depuis une dizaine d'années. Un appel a alors été lancé à la population pour ouvrir un nouveau commerce associatif. Aujourd'hui, on n'a pas le luxe d'avoir un salarié. On réfléchit, l'association réfléchit à ça, au fait de créer un emploi. À un moment donné, ça va être important, surtout si on veut ouvrir plus que 3 jours par semaine. Mais en tout cas, l'amorce, elle devait absolument avoir lieu par les habitants qui retroussent leurs manches et qui ouvrent ce commerce de proximité qui répondent à leurs besoins. Et puis, même s'il y a un emploi ou 2, parce qu'on sait qu'il y a d'autres communes, parfois des communes de notre taille, on regarde beaucoup d'autres expériences où il y a des fois 2-3 emplois, ce sera toujours important de garder cet esprit participatif et le bénévolat. Le cœur de Bourg n'en est qu'à ses débuts. Il est maintenant question de développer une épicerie dans le local. Et là encore, les habitants auront leur mot à dire. Voilà, et Madeleine, c'est sans doute pas un petit carnet qu'elle avait concernant les potins. Elle a du dossier, Madeleine. Il y avait du dossier. La valeur juridique du potin et le secret professionnel, on en parlait. Vous aurez sûrement des éclairages à nous apporter là-dessus. Ouais. Justement, on va vous retrouver, Maître Delamonneray. Vous êtes avocat en droit du numérique. Et il est intéressant de rappeler justement les 3 cas de figure possibles dans la vente en ligne, puisqu'on est en pleine période d'achat de Noël. On voulait être très concret et très pratique pour nos téléspectateurs. 3 cas de figure, donc. Vous allez nous éclairer. Bonjour Laurence. Bonjour. Tout à fait. Et on distingue trois cas. Le premier cas, c'est entre commerçants, nous allons pouvoir échanger des biens. On appelle ça B2B, business to business. On en parlait tout à l'heure. Effectivement, là, on va avoir un cadre légal qui va être encadré par le Code de commerce. Et donc, vous allez avoir des dispositions beaucoup plus faibles en matière de protection des données personnelles, si on revient à notre sujet lié aux données personnelles. Entre commerçants, d'accord ? Le sujet qui va le plus nous intéresser, notamment dans le cadre des achats de Noël, ça va être le B2C, entre commerçants et consommateurs. Et là, vous avez tout un cadre légal très important qui a été réformé à de nombreuses reprises. On a notamment la loi pour la confiance en l'économie numérique qui date de 2004, mais on a ensuite tout un tas de nouvelles lois, comme la loi Hamon en 2014, voire la réforme du droit des contrats en 2016 aussi. D'accord. Donc ça veut dire qu'il y a des choses très concrètes dans ce cas de figure-là. Il y a par exemple le droit de rétractation. Alors avant le droit de rétractation, effectivement, vous avez la notion de validation et d'achat de votre bien. Dans ce cadre-là, vous avez la notion de double clic, par exemple. Vous allez acheter votre bien en ligne. Donc ça, c'est le premier clic. Vous allez cliquer sur « J'ajoute dans mon panier ». D'accord ? Ensuite, vous allez dans votre panier et là, vous allez avoir le second clic qui est la confirmation de la commande. C'est intéressant parce que justement, c'est pour éviter toute erreur sur l'achat du bien. Et ensuite, la validation pour savoir si on n'a pas ajouté 2 biens, par exemple, ou un bien qui ne correspondait pas à nos souhaits initiaux. Donc ça, c'est la partie double clic, validation de la commande. Ensuite, on a une grosse partie qui est l'information à destination des utilisateurs et des consommateurs. On doit retrouver dans les conditions générales de vente si c'est des biens ou des conditions générales d'utilisation si c'est un service, tout un tas d'informations légales obligatoires. Si le commerçant, le vendeur en ligne ne met pas ces informations à disposition de l'utilisateur ou du consommateur, il peut engager sa responsabilité. Et les amendes peuvent varier entre 3 voire 15 000 € si on ne retrouve pas ces mentions-là. Donc,
les montants sont importants. Qu'est-ce qu'on On va parle de retrouver vis cachés, par exemple, dans ces cas-là? Alors, les vis Ou cachés, c'est encore autre chose? C'est encore autre chose. On va y venir, mais juste avant, D'accord. dans le cadre de ces informations obligatoires, on va retrouver quoi? Les caractéristiques essentielles du bien. Qu'est-ce que vous achetez exactement? Quelle est la couleur? Quelle est la forme? Quelle est la quantité? Et vous pouvez, par exemple, voir à certains endroits photos non contractuelles. Et bien ça, c'est complètement illégal, par exemple. Pourquoi? Parce que le commerçant, en faisant ça, va enlever son obligation de remise d'un bien conforme. Et donc, s'il le fait, c'est complètement illégal et vous allez pouvoir déclarer cette clause abusive. Même si c'est un magasin qui vient de très loin, où les choses sont produites très loin, ils obéissent à... Oui, parce que si vous êtes un consommateur français, vous allez être globalement protégé par la loi française. Sauf si, dans les conditions générales, vous avez une mention liée à la compétence territoriale ou une loi américaine ou asiatique ou ce que vous voulez. Mais globalement, on va souvent protéger, quand vous achetez un bien en France, le consommateur français. Retenez ça. Pourtant, ils sont nombreux à faire ça. La photo non contractuelle, on voit ça partout. Complètement. Eh bien, c'est complètement illégal. D'accord. Et on a des jurisprudences constantes là-dessus. Sur les autres informations, vous allez retrouver le prix, par exemple, et les modalités de paiement également. Ils doivent être déterminés. Est-ce que j'accepte les chèques, les cartes bancaires, les e-paiements, tout ça? Et puis, vous allez effectivement, au moment de votre paiement, bien vérifier si vous avez bien dans votre barre d'adresse un HTTPS. S pour Sécure, et avec notamment un petit cadenas qui apparaît en haut ou en bas. Effectivement. Si ce cadenas n'apparaît pas, faites attention, potentiellement une fraude à la carte bancaire pourrait être retenue. Ce qui est intéressant aussi en cas de fraude à la carte bancaire, vous avez une plateforme qui s'appelle la plateforme Perceval, je ne sais pas si vous connaissez, qui a été mise en place par le gouvernement pour justement permettre un remboursement plus rapide en cas de fraude aux cartes bancaires. Voilà. Et donc, dernier point, pour rebondir sur votre question, lié aux garanties. Le commerçant a deux types de garanties à apporter au consommateur. La première, c'est la garantie de conformité. C'est-à-dire que vous recevez un bien qui n'est pas conforme ou qui ne correspond pas à la description que vous avez achetée sur votre site Internet. Dans ce cadre-là, vous avez 2 ans pour rapporter votre produit au commerçant et il doit soit remplacer le produit, soit vous rembourser en totalité ou partiellement. 2 ans. Ça paraît fou, on ne le sait pas. Ben oui, c'est ça, la garantie de conformité, c'est une garantie légale. Et la seconde garantie, c'est la garantie des vices cachés, effectivement, où ça, vous avez effectivement également une obligation de 2 ans. Donc parfois, ces deux garanties peuvent se juxtaposer, mais en fait, le délai de démarrage de ces garanties peut différer entre la livraison du produit dans un cas et dans l'autre, la découverte du vice. Voilà. Est-ce qu'il y a un délai de rétractation spécifique à la vente en ligne? Tout à fait, de 14 jours. 14 jours. À partir du lendemain de la réception du bien, vous avez 14 jours pour vous rétracter sans aucune justification. Très bien. Et à l'issue de ces 14 jours, ou si vous avez déclenché votre délai de rétractation, le commerçant a 14 jours à nouveau pour vous rembourser l'intégralité de l'achat que vous avez effectué. D'accord, c'est tout à fait clair. Alors, le dernier cas de figure, c'est le C2C. Exactement. Alors, le entre C2C, consommateurs. Entre consommateurs, tout à fait. Alors ça, on va avoir ces différents cas de figure comme des grandes plateformes que vous pouvez utiliser au quotidien, type Le Bon Coin, type Amazon, type eBay, Airbnb. Tout à fait. Alors ces éléments-là, effectivement, vous avez le cas de 2 consommateurs, donc des non-professionnels, des non-commerçants. Et dans ce cadre-là, vous avez également une réglementation, mais qui est plus faible. C'est-à-dire qu'on va gérer la relation contractuelle, parce que vous allez quand même passer un contrat avec cet autre particulier, et vous avez une obligation de livraison du bien, bien entendu, voire une obligation de paiement de ce bien-là également. Mais vous n'avez pas, par exemple, on parlait de la garantie de conformité, vous ne l'avez pas dans ce cadre-là. Par contre, vous avez la garantie des vices cachés qui peut s'appliquer. Voilà. Merci beaucoup, Maître de la Monneraie, c'est tout à fait clair. On ne gardera plus jamais notre barre d'adresse avec le petit cadenas de la même façon. Est-ce qu'il faut qu'il soit vert? Parce que parfois il est gris. C'est une question toute bête. Non, peu importe, il faut qu'il y ait un cadenas. Il faut qu'il y ait un cadenas, peu importe sa couleur. Exactement. Ça, c'est une garantie de sérieux. Tout à fait. Sur le site. D'accord. Merci beaucoup. Et donc entre C2C et RGPD, on va commencer à voir tous les personnages de Star Wars là, à peu près 6-3PO et même Perceval. Perceval aussi, voilà. bien des chevaliers, c'est bien. Allez, on le disait, on est à quelques jours de Noël. Eh bien, certains cherchent encore la perle rare à offrir comme cadeau. Eh bien, sachez qu'Emmaüs possède une boutique en ligne depuis 2016. Elle s'appelle Label Emmaüs. Et au moment de l'ouverture du site, la communauté de Vannes s'était déjà mobilisée immédiatement pour participer à cette aventure. Je vous propose de retrouver un reportage qui avait été tourné à l'époque par Sandrine Ruot et Philippe Boger. Un lot de santons pour Noël à 25 € ou un élégant vase pour faire plaisir à votre grand-mère. On trouve de tout sur Label Emmaüs et à tous les prix. Comme ici à Vannes, les objets mis en ligne sont soigneusement choisis
photographiés et mis de côté pour une vente exclusivement sur Internet. Pour l'instant, on a réussi à mettre une trentaine de pièces sur le site. On va avancer comme ça, tranquillement, à notre rythme. Donc on va arriver, je pense que l'idée, c'est d'avoir à peu près 200 pièces en permanence qui vont tourner sur le site. Donc là, c'est le démarrage. Si la moitié des Emmaüs de France proposent de vous expédier votre colis, les Vantais, eux, ont préféré le retrait des marchandises en magasin uniquement. Voilà, c'est ici que les acheteurs viennent retirer les articles lorsqu'ils les ont commandés sur Internet. Nous, on a envie de garder ce lien physique, cette relation humaine qui fait un petit peu l'esprit d'Emmaüs. Un achat solidaire, puisque, rappelons-le, les objets vendus ont été donnés ou récupérés. Une autre façon aussi de chiner sur Internet et de faire venir les jeunes qui ne connaissent pas les boutiques du réseau. Objectif, accroître sa notoriété et son chiffre d'affaires, mais pas seulement. Ça permet aussi de développer des compétences sur les activités de vente sur Internet qui pourront servir aux compagnons ou aux personnes qui auront travaillé éventuellement à trouver d'autres travaux, enfin du travail à l'extérieur. En 6 jours, 250 ventes ont déjà été réalisées en France. D'ici juin 2017, Emmaüs France s'attend à 3500 visites par jour sur son site et 400 000 € de chiffre d'affaires. Voilà, et vous pouvez encore évidemment retrouver tous les articles vendus à cette adresse label-emmaüs.co. Voilà, maintenant on va retrouver Seth Amagavi. Bonjour. Bonjour Laurence. Bonjour, vous êtes le directeur technique du moteur de recherche chez Lilo. On va expliquer un petit peu quel est justement l'ADN de ce moteur de recherche, pas tout à fait comme les autres. Expliquez-nous ce qui change. Il unit numérique et solidarité, c'est un petit peu ça l'idée ? Exactement. Ouais. Lilo, c'est un moteur de recherche français qui reverse la moitié de ses revenus à des projets sociaux et environnementaux. Et depuis maintenant 5 ans, nous avons reversé plus de 2 millions d'euros à des projets inscrits sur Lilo. Tout cela grâce aux recherches que font les utilisateurs, nos utilisateurs sur la plateforme. Donc on allie l'utile au solidaire, on va dire. L'utile au solidaire, en fait. C'est très simple d'utiliser Lilo. Il suffit de se rendre sur lilo.org et de cliquer sur le bouton utiliser Lilo comme moteur de recherche. Et le site va vous proposer donc, de télécharger et d'installer une extension lorsque vous êtes sur votre ordinateur et sur votre téléphone portable, vous téléchargez l'application mobile iOS ou Android que vous utilisez en lieu et place de votre moteur de recherche ou de votre navigateur habituel. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut choisir l'association à laquelle on souhaite reverser justement des gouttes ? Parce que ça marche comme ça, c'est le principe. On cumule des gouttes. C'est exactement ça. Précisément en fait, comment ça marche. L'utilisation est très simple. Au quotidien, lorsque vous faites des recherches sur Internet sur Lilo, vous allez cumuler des points. Ces points sont représentés sous la forme d'une goutte. Une goutte d'eau que donc, vous allez cumuler. Et au fil de vos recherches, vous allez vous retrouver avec des centaines de gouttes d'eau. Parce qu'on fait beaucoup de recherches. C'est le fameux ruissellement. Exactement. C'est le ruisseau qui devient une rivière, puis qui devient une mer. Et nous sommes en plein dans cette mer-là de données. Donc, ces gouttes d'eau, revenons à nos gouttes d'eau, sont disponibles à tout moment. C'est ce que vous voyez tout en haut là, de la fenêtre à droite. Ouais. Donc, ces gouttes d'eau, c'est vos points. Et en fait, au moment où vous le voulez, quand vous le voulez, vous allez choisir en projet une cause qui vous tient à cœur. Vous allez sur la page de ce projet et vous reversez donc vos gouttes d'eau à ce projet. Ces gouttes d'eau, au moment où vous les reversez, sont transformées en argent. D'accord. Une goutte d'eau correspond à quoi ? À 1 euro ? Ça marche comment ? Alors, il n'y a pas de valeur fixe sur la goutte d'eau. Donc, nous reversons en continu 50%, donc la moitié de nos revenus, au projet. Donc, lorsque vous reversez vos gouttes d'eau, nous allons faire le calcul pour voir à quoi correspond, à quel montant correspondent les gouttes d'eau que vous allez reverser en fonction du revenu de Lilo. D'accord. Sur le mois. Vous parlez d'association, justement, mais je vous propose qu'on regarde un exemple d'un projet qui a été soutenu par Lilo en Bretagne. C'est un reportage de Catherine Bazille et de Bruno Van Wassenhoven. Dans les Côtes-d'Armor, à Plounévez-Quintin, le village Saint-Joseph accueille des personnes en souffrance. Ici, les résidents de tous âges viennent se reconstruire à leur rythme. Stéphane, tu pourras arroser les petites salades aussi, pas les grandes qui montent, parce que ça, c'est pour récupérer les graines. Ce matin-là, atelier maraîchage. Stéphane aux tomates, Guy aux haricots verts, Fabrice aux carottes. Nicolas les accompagne. Il les aide à retrouver la fierté d'être utile. On réapprend ici à être aimable.
C'est-à-dire souvent les gens qu'on accueille ici sont tellement exclus, tellement souffrants, ils ont l'impression qu'ils ne sont pas aimables. C'est-à-dire au sens littéral du terme qu'on ne peut pas aimer. Et là, en les encadrant, en leur donnant tout l'amour qu'on peut leur donner fraternel, en les valorisant dans ce qu'ils font, voilà, ce retour à la confiance est essentiel dans la guérison souvent des problèmes, des douleurs et de toutes les souffrances qu'ils peuvent avoir. En toute simplicité, pas à pas, chacun participe à la vie de la communauté et se découvre des talents insoupçonnés. On soutient mutuellement, c'est ça qui permet d'aller bien. Si on sait que tout le monde nous sommes tous blessés de la vie et on avance comme ça en s'aidant. Le plus souvent, on fait du travail d'équipe et c'est ça qui fait que on se remet debout tous ensemble, quoi. Et ça fait du bien. Il y a 3 ans, le village Saint-Joseph a postulé pour figurer sur le moteur de recherche solidaire. Depuis, plus de 7 500 € lui ont été versés par Lilo, une enveloppe précieuse. Déjà, nous, on ne vit que de dons et de la participation des personnes qui viennent. Et on n'a pas de ressources autres de subventions. Donc en fait, les personnes qui viennent, si elles ont moins de 25 ans, elles n'ont pas de ressources. Et on accepte toute personne. Donc concrètement, l'accueil d'une personne, c'est à peu près 1 500 € par mois. 7 500, ça veut dire l'accueil d'un jeune pour 5 mois. Donc pour nous, c'est quand même énorme. En tout cas pour le jeune, c'est énorme. Désormais, un carnet d'adresses élargi et 4 500 donateurs contribuent chaque mois à faire vivre ce lieu d'accueil. Et ça permet de faire se développer des associations qui sont plus petites. En fait, nous, on est une toute petite association au final. Et donc, grâce à Lilo, nous sommes connus, un petit peu plus connus. C'est un très très joli témoignage. Alors on le voit, ça peut être des petites associations aussi. Oui. C'est ça qui est assez intéressant dans votre démarche. Il y a énormément de petites associations qui sont présentes sur Lilo et qui nous font régulièrement des retours sur l'utilisation que font ces associations de l'argent qu'elles récoltent. Ouais. Et en fait, pour beaucoup, c'est vital en fait d'avoir ce soutien sur Lilo. Ouais. Comment peut-on postuler pour des maraîchers, c'est bien. Oui, c'est pas mal, ça peut être utile. Comment peut-on postuler quand on est une association, justement? Est-ce que vous avez des critères d'éligibilité pour faire partie de cette aventure Lilo? Effectivement, on est très transparent sur ces reversements. Donc, on demande des garanties à l'entrée pour pouvoir communiquer aux utilisateurs les actions des associations. Et pour postuler et donc être une association inscrite sur Lilo, il faut respecter 3 critères. Globalement, il faut avoir un projet. Il faut avoir un projet qui a un intérêt social ou environnemental. Le deuxième critère, c'est l'existence. Il faut avoir une existence légale, donc être représenté par une structure légale, être une association. Donc un avocat pourra vous dire. 1900. Voilà. C'est ça. Et le troisième critère, c'est l'existence. Il faut avoir au moins 2 ans d'existence pour être sûr que le projet qui arrive va emmener du monde, en fait, il faut être sûr que vous avez déjà une communauté qui va vous soutenir sur Lilo avant de venir. Alors certains sont à la fois utilisateurs et bénéficiaires. C'est par exemple le cas de l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris. Tout à fait. L'hôpital Necker a une démarche extrêmement innovante en fait. C'est d'installer Lilo à l'intérieur, donc au sein de l'hôpital, et d'utiliser Lilo en interne. Donc grâce à cela, ils génèrent des gouttes. Ces gouttes d'eau, en fait, maintenant vous le savez, c'est 50% de notre chiffre d'affaires, de notre revenu. Et donc eux récupèrent ce revenu et l'utilisent en interne. Donc pour financer des projets, du coup, notamment les chaises, les fauteuils pour les parents des enfants malades à l'hôpital Necker. Est-ce qu'il y a un critère de territorialité, on va dire? Est-ce qu'on peut, par exemple, si on va sur le moteur de recherche, privilégier les projets bretons, si on souhaite vraiment faire du circuit court, on va dire? Bien sûr, rien n'empêche de privilégier les projets de votre région. Mais on peut rentrer un critère en tant que tel dans le site pour vraiment que les projets nous soient signalés, en fait, ces projets locaux, entre guillemets, ou régionaux? Alors, on n'a pas encore ce critère-là de localité, mais il faut savoir que la plupart des projets qui sont présents et mis en avant sur Lilo sont pour beaucoup des projets français. On a beaucoup de projets internationaux qui viennent du Mexique, qui viennent du Benelux, de la Belgique, de la Suisse. Mais pour beaucoup, c'est des projets français. Et sachez que lorsque vous allez sur Lilo et que vous regardez la liste des projets, il y en a vraiment beaucoup, il y en a plusieurs centaines. Vous voyez tout de suite
quelle est l'origine de ces projets. Ouais. Vous connaissiez les uns les autres ce moteur de recherche solidaire? Oui, moi je connaissais, oui. Le principe est connu. Oui, alors il y en a plusieurs, effectivement. Si je peux faire une remontée d'utilisateurs, puisque moi c'est mon outil de travail, le moteur de recherche en tant que journaliste sur le numérique, sont des outils qui conviennent très bien pour un usage quotidien perso. Pour faire des recherches simples, etc. Effectivement, c'est très simple parce que vous avez une petite extension et ça ne vous prive pas non plus de votre moteur de recherche par défaut, parce que j'imagine que par rapport au mastodonte, quand on a des recherches poussées à faire, des recherches inversées sur les images, etc., les mastodontes internationaux restent quand même très, très compétitifs. Voilà. Et l'idée, c'est de faire cohabiter les deux c'est un vrai changement de modèle. On passe d'un modèle, d'une vision technologique à un modèle éthique. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laurence. Merci infiniment d'être venue nous présenter Lilo. Ma chère Catherine, c'est l'heure de Billy. Oula, il faudra lire les conditions générales d'adoption avant d'adopter ce magnifique petit chat, n'est-ce pas? Tout à fait. Découvrons-le tout de suite. Découvrons-le. Alors, ce matin, nous sommes là avec mes petits chats préférés, les petits rouquins. Moi, je les adore. C'est des personnages. Exactement. C'est des personnages qui ont du tempérament. Gros caractère en général. Bon, là, il n'est pas vraiment roux. Non, puis on n'est pas vraiment sur un gros caractère. Là, on est plus sur un chat très touchant, très câlin. C'est un chat qui est arrivé chez nous accidenté, qui va beaucoup mieux. Et du coup, il est vraiment temps qu'il trouve sa famille. Il est vraiment temps. Puis alors, il y a cette petite particularité d'avoir sa petite langue qui sort régulièrement. Okay, ça marche. Nous, on trouve que ça lui fait vraiment tout son charme. Là, en plus, il est un petit peu paniqué parce qu'on l'a sorti de la La chatterie. Ça le perturbe un petit peu. Après, voilà, on voit qu'il se blottit contre moi. Il est tout reproduit. Donc lui, il aime tout le monde, les chats, les chiens, les copains, les gens. Alors, c'est vrai qu'il est isolé des autres. Donc, du coup, avec les autres chiens, on n'a pas trop eu l'occasion de voir. Ça, après, bien sûr, on pourrait faire le test. Isolé parce qu'il a une maladie ou juste parce qu'il est accidenté? Par rapport à son arrière-train, c'est vrai qu'on préfère qu'il soit tout seul, afin de surveiller qu'il fasse bien ses selles, qu'il aille bien. Chose qui est tout à fait rentrée dans l'ordre, il mange bien, il profite de la vie. Maintenant, on préférera pour lui quand même une vie en appartement. D'accord. Parce que du coup, vu qu'il a déjà connu la rue, et puis il est un petit peu, pas handicapé, mais il marche plus aussi bien qu'avant. Donc c'est vrai qu'on ne pourra pas escalader les arbres s'il y a un chien ou quelque chose qui lui court. Il sera beaucoup mieux dans un petit environnement sécurisé dans un appartement, bien au chaud, avec son maître sur le canapé. Et on n'a pas dit comment il s'appelait, petit chou? Mouche. Mouche. Mouche, regardons la petite. Il a une petite tête, remarquez ses petites. Il est mignon comme tout. Non, il est mignon comme tout. Bon, écoute, je vous fais à tous des gros bisous. On vous souhaite une très bonne journée. Et puis, Mouche, il vous attend ici au refuge de l'SPA à Rennes. Allez, à plus tard. Merci Billy, un petit chat qu'on a envie de protéger tout autant que nos données personnelles. Voilà les amis, c'est fini. On vous remercie beaucoup, on se retrouvera demain à 10h45. On vous souhaite une magnifique journée sur France 3 Bretagne. À demain, Kenavo.